J'ai eu un accident de voiture avec ma femme et à l'hôpital, j'ai découvert qu'elle me trompait. Je n'aurais jamais imaginé qu'une nuit ordinaire pourrait devenir la pire de ma vie. J'étais à l'hôpital, blessé, confus, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mon corps me faisait mal, mon esprit tournait dans 1000 directions. Mais ce qui me détruisait vraiment, ce n'était pas les blessures de l'accident. C'était ce que j'ai découvert juste après. Quelque chose qui faisait paraître chaque os brisé insignifiant. Ma femme me trompait. Et je ne l'ai découvert que parce que nous avons eu un accident de voiture ensemble. Je me souviens encore du moment exact où tout a commencé à s'effondrer. L'odeur forte de l'hôpital, la lumière blanche et froide clignotant au plafond. Je clignais des yeux, essayant de clarifier mes pensées. Ma poitrine me faisait mal. Chaque mouvement était un rappel de l'impact, du choc, du bruit assourdissant du métal se tordant. Mais rien ne se comparait à ce qui allait se passer. Avant tout cela, ma vie semblait normale, ou du moins je pensais qu'elle l'était. Ma femme et moi étions ensemble depuis 6 ans. 3 ans de fréquentation, 3 ans de mariage, l'histoire d'amour typique que tout le monde voit partout. Rendez-vous romantiques, voyages, projets pour l'avenir. Je croyais que nous étions heureux. Je n'étais pas naïf. Je savais que tout mariage traverse des hauts et des bas. Au cours des derniers mois, j'ai remarqué que quelque chose semblait différent. De petites choses, des réponses plus courtes, des messages arrivant tard dans la nuit, des appels qu'elle prenait hors de ma portée, de petits retards au travail qui n'existaient pas avant. J'ai demandé si quelque chose n'allait pas. Elle a souri et dit qu'elle était juste occupée, que c'était juste dans ma tête. Et je l'ai cru. Je voulais croire, je lui faisais confiance. Elle était ma femme, la femme avec qui j'ai construit une vie, avec qui je prévoyais avoir des enfants, avec qui je partageais des rêves, des peurs, des espoirs, mais cette nuit-là, tout a changé. Nous étions dans la voiture, rentrant à la maison après un dîner. Elle était étrange, anxieuse. Elle regardait son téléphone toutes les 5 secondes. Sa jambe tremblait discrètement. J'ai demandé si tout allait bien. Elle a forcé un sourire. Elle a dit oui. Mais ses yeux disaient autre chose. Son téléphone a vibré. Elle l'a pris rapidement, a tourné l'écran loin de moi. Cela m'a dérangé. Je voulais demander. Je voulais insister. Mais une partie de moi avait peur de la réponse. Alors j'ai laissé passer. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Le feu devant nous est devenu jaune. J'ai appuyé sur le frein. Mais avant que je puisse réaliser, une autre voiture a traversé le signal. Et puis, tout était devenu noir. L'impact a été brutal. Un fracas assourdissant a rempli mes oreilles et le monde s'est retourné. La ceinture de sécurité a coupé ma peau tandis que la voiture tournait, du verre se brisant autour de moi comme une pluie tranchante. Le temps a ralenti. J'ai tout ressenti en détail. Le froid du métal froissé contre mon corps, l'odeur forte d'essence et de caoutchouc brûlé, le goût amer de sang dans ma bouche. Puis le silence. Un silence absolu, coupé seulement par le son étouffé du moteur encore gémissant, dégageant de la fumée. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre où j'étais. Ma vision était floue, mon corps me faisait mal comme si j'avais été écrasé par une tonne de béton. J'ai senti un poids sur moi. Ma femme. Elle était à côté de moi, inconsciente. Sa tête était appuyée contre la vitre brisée de la fenêtre, ses cheveux collés à son visage à cause du sang. Une coupure profonde sur son front faisait s'ouvrir sa peau de manière grotesque, et pendant une seconde, la panique m'a envahi. Amour, ma voix est sortie faible, rauque, étouffée par la peur. Pas de réponse. J'ai essayé de bouger, mais mon corps a protesté. Mon bras gauche me lançait, une douleur aiguë se répandant dans mon épaule. Mes côtes semblaient un peu comprimées, comme si quelque chose m'écrasait de l'intérieur. Ma jambe droite, coincée. J'ai regardé en bas. Le tableau de bord était plié sur moi. L'odeur de fumée est devenue plus forte. Un bourdonnement fort a rempli mes oreilles, se mêlant au son distant de cris. Des gens ont commencé à s'agglutiner autour de la voiture. « Il y a des gens coincés ici. Appelez une ambulance. » La voiture pourrait prendre feu. La chaleur a commencé à s'intensifier. Mon cœur s'est accéléré. Je devais sortir de là. Je devais la sortir de là. Mes doigts tremblaient, tandis que j'essayais d'atteindre la ceinture de sécurité. Avec un clic, elle s'est détachée, et j'ai presque basculé sur le tableau de bord. Ma respiration était devenue lourde, l'air semblait plus dense. J'ai tendu ma main et touché son visage. « Hé, s'il te plaît, réveille-toi. » Rien. C'est alors que j'ai remarqué un détail qui m'a glacé. Son téléphone était tombé sur le sol de la voiture, l'écran encore allumé. Un message, un aperçu de conversation d'un numéro enregistré simplement comme C.
Et dans cet aperçu distordu de la réalité, entre la douleur et le désespoir, j'ai lu quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. « Amour, préviens-moi quand tu arrives. Je t'aime. » Mon corps s'est figé. Ma poitrine s'est serrée, mais pas à cause de l'accident. Pas à cause de la douleur physique. Amour. Je t'aime. Le message n'était pas de moi. Le son des sirènes m'a sorti de cette transe surréaliste. Mon cerveau a essayé de rationaliser. Je voulais croire que c'était une erreur, un spam, un message envoyé par erreur, mais quelque chose en moi savait que ce n'était rien de tout cela. Les lumières rouges et bleues ont commencé à clignoter autour. J'ai entendu des voix crier « Nous avons 2 victimes, nous devons les sortir maintenant ». Des mains fortes m'ont tiré hors de la voiture. La douleur a explosé dans tout mon corps quand j'ai été placé sur un brancard. J'ai vu des visages flous d'inconnus, des uniformes de secouristes, l'éclat froid d'instruments médicaux. Ma femme, elle a été placée sur un autre brancard à côté de moi. Je voulais demander si elle allait bien. Je voulais demander à propos du message. Mais avant que tout mot puisse sortir de ma bouche, tout est redevenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans un hôpital. Et c'est là, dans cet endroit, que ma vie s'est vraiment effondrée. La première chose que j'ai ressentie en me réveillant était le poids sur ma poitrine. Un mélange de douleur et de confusion m'a envahi avant même d'ouvrir les yeux. L'odeur de désinfectant dans l'air, le bip constant des machines, la sensation rugueuse des draps. J'étais dans un hôpital, j'ai essayé de bouger, mais une pointe aiguë sur le côté de mon corps m'a fait gémir. Il se réveille. La voix d'une infirmière a résonné au loin. J'ai entendu des pas. Une ombre s'est déplacée à côté de moi. Mes yeux se sont ouverts lentement, s'ajustant à la lumière froide de la chambre. Un médecin s'est penché sur moi. « Monsieur, vous avez eu un accident de voiture. Vous avez quelques côtes fracturées et une blessure au bras, mais rien de grave. Nous vous avons administré des médicaments contre la douleur. Comment vous sentez-vous » J'ai mis du temps à répondre. Mon esprit était embrouillé. Mais ce n'était pas seulement à cause de l'accident. C'était à cause du message, ce maudit message. Mon regard s'est immédiatement tourné vers le lit à côté, vide. « Ma femme ? Où est ma femme ?» Le médecin a hésité un moment avant de répondre. « Elle est en train d'être évaluée. Elle a reçu un coup fort à la tête et a eu besoin de quelques points, mais elle est stable. Elle est dans une autre chambre pour le moment. » Un soulagement froid a parcouru mon corps. Elle était en vie. Mais en même temps, un poids différent s'est installé dans ma poitrine. J'ai fermé les yeux une seconde, essayant de réorganiser mes pensées. La scène de l'accident est revenue à mon esprit en flash. Le sang, le verre brisé, le téléphone, le message. « Amour, préviens-moi quand tu arrives. Je t'aime. » Une vague de nausée est montée dans ma gorge. L'infirmière a ajusté les fils du moniteur à côté de moi. « Vous voulez que quelqu'un vienne vous voir? Famille? Amis ?» Ma réponse elle a été automatique. « Je veux voir ma femme. » L'infirmière a échangé un regard rapide avec le médecin avant d'acquiescer. Je vais vérifier si elle peut déjà recevoir des visites. Dès qu'elle est sortie de la chambre, mes mains ont instinctivement cherché la poche de mon pantalon. Vide, mon téléphone. « Où est-ce mon téléphone ?» ai-je demandé, ma voix un peu plus tendue que je ne l'aurais voulu. « Il doit être dans le sac avec vos effets personnels. Nous allons demander à ce qu'on vous l'apporte. » Le médecin a pris quelques notes et est trop sorti. Je me suis enfoncé dans l'oreiller, fixant le plafond blanc au-dessus de moi. Mon esprit était à 1000 à l'heure. J'avais besoin de ce téléphone. J'avais besoin de revoir ce message. Quelques minutes plus tard, l'infirmière est revenue avec un sac plastique contenant mes vêtements et effets personnels. Dès qu'elle s'est éloignée, j'ai déchiré le plastique, prenant mon téléphone avec des doigts tremblants. L'écran était fissuré mais fonctionnait encore. Je l'ai déverrouillé, j'ai ouvert les messages, et ce que j'ai vu m'a fait sentir comme si je venais de percuter la voiture à nouveau. La conversation n'était plus là. J'ai cherché frénétiquement. Rien. Aucun message, aucune conversation avec un contact nommé C, où elle l'avait effacé, ou quelqu'un l'avait effacé pour elle. Ma respiration est devenue irrégulière. Ma poitrine montait et descendait rapidement. Ce n'était pas dans ma tête. J'avais vu ce message. Mon esprit tournait avec des questions sans réponse quand la porte de la chambre s'est ouverte à nouveau. Et là, debout, pâle et avec des pansements sur le front, se tenait ma femme. Ses yeux ont rencontré les miens, remplis de préoccupation et quelque chose de plus. Culpabilité? Peur? Je ne savais pas. Mais à ce moment-là, j'ai décidé que je découvrirais. Elle était là. Ma femme, la femme avec qui je partageais ma vie, debout à la porte de la chambre d'hôpital, semblant fragile et abattue. Son visage était pâle, la coupure sur son front bandé, et son regard, quelque chose dans son regard me dérangeait. Ce n'était pas seulement de la préoccupation.
C'était quelque chose de plus. Culpabilité, peur. Pendant un moment, l'instinct a pris le dessus. Je voulais la tirer vers moi, sentir sa chaleur, me convaincre que tout cela n'était que dans ma tête. Mais alors, le souvenir du message a explosé dans mon esprit comme un choc électrique. « Amour, préviens-moi quand tu arrives. Je t'aime. » Mon estomac s'est retourné. Elle a hésité une seconde avant d'entrer dans la chambre, fermant doucement la porte derrière elle. Mon Dieu, sa voix est sortie tremblante. J'étais tellement inquiète. Comment vas-tu ? Mon regard est resté fixé sur elle, analysant chaque petit geste, chaque micro-expression. Ça pourrait être pire, ai-je répondu, gardant ma voix neutre. Elle s'est mordu la lèvre et s'est approchée, tirant une chaise pour s'asseoir à côté de mon lit. Le médecin a dit que tu t'es cassé quelques côtes. Ça doit faire très mal. J'ai juste hoché la tête. Elle a tendu la main pour toucher la mienne, mais je me suis instinctivement retiré. Quelque chose s'est brisé dans son regard à cet instant, mais je m'en fichais. J'avais besoin d'être sûr. « Qu'est-ce qu'il y a ?» a-t-elle demandé, sa voix prenant un ton prudent. J'ai serré les dents. Une partie de moi voulait aller droit au but, jeter le message à sa figure, exiger des réponses. Mais je savais que je devais être plus malin. Si je l'accusais sans preuve, elle pourrait facilement mentir. Alors j'ai testé les os. « Ton téléphone est resté avec moi dans l'accident », ai-je dit, observant sa réaction. Son corps s'est raidi pendant une fraction de seconde. Petit détail, mais suffisant. Elle a forcé un sourire. Oui, je m'en suis rendu compte quand je me suis réveillé. J'ai cru que je l'avais perdu. J'ai incliné la tête, feignant le désintérêt. Il y avait un message à l'écran, avant de m'évanouir. Le silence qui a suivi était si tendu que je pouvais presque entendre le poids des mots qu'elle ne disait pas. Message ? Sa voix a légèrement vacillé. Oui, de quelqu'un nommé C. J'ai vu la couleur quitter son visage. Elle a cligné des yeux rapidement, essayant de se ressaisir. Ah, ça devait être ma sœur. Elle, parfois m'appelle comme ça. Mensonge. Je connaissais sa sœur. Elle ne l'appelait jamais par une seule initiale. J'ai continué à la fixer, laissant le silence s'étirer. Elle a détourné le regard. « Tu as vu ce que ça disait ?» Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai vu. Elle s'est humectée les lèvres et quelque chose en elle s'est un peu plus brisé. Et ça disait quoi ? Je me suis appuyé sur les coudes, ignorant la douleur. J'ai trouvé curieux. « Je t'aime ». Son visage est devenu rigide. « Ça ne veut rien dire », a-t-elle répliqué rapidement. « Ah bon ?» Ma voix est ressortie froide, élevant hésité. « Mon amour, tu as eu un accident. Peut-être tu t'es embrouillé, c'était ça. » Elle essayait de me faire douter de ce que j'avais vu. Gaslighting. Mon cœur s'est accéléré, mais j'ai gardé mon expression ferme. Embrouillé, elle a forcé un rire. Bien sûr, entre la douleur, le traumatisme, ton esprit a pu te jouer des tours. Mes doigts se sont fermés en poing. Curieux alors que, quand j'ai cherché le message, il avait simplement disparu. La tension dans la chambre est devenue suffocante. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais s'est interrompue. Je l'ai observée, attendant. Et c'est à cet instant que j'ai su. Elle mentait. Et j'allais découvrir toute la vérité. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. Je n'avais pas besoin d'une confession de sa part. Le silence, les yeux détournés, les réponses prudentes, la manière dont son corps réagissait avant même que les mots sortent de sa bouche, tout me disait déjà la vérité. Elle cachait quelque chose. Et j'allais découvrir ce que c'était. J'ai respiré profondément, essayant de garder mon calme. « Tu es sûr que c'était ta sœur ?» ai-je demandé, observant chaque détail de sa réaction. Elle a hésité, juste une seconde. Mais c'était suffisant. « Oui. Pourquoi je mentirais ? Elle mentirait parce qu'elle a été prise, ai-je pensé. Mais je ne pouvais pas montrer mes cartes trop tôt. Alors j'ai fait quelque chose à quoi elle ne s'attendait pas. J'ai souri. « Tout va bien, je dois avoir été embrouillée. » Elle a cligné des yeux, surprise. « Sérieusement ? » ?»« Oui. Peut-être que c'était l'effet de la douleur, des médicaments, je crois que j'ai été paranoïaque. » Elle a poussé un soupir de soulagement. Mais pas moi. Je ne faisais que commencer. Dans les jours qui ont suivi, mon esprit n'a pas arrêté. J'observais chacun de ses mouvements. De petits détails que j'ignorais avant me sautaient maintenant aux yeux. Les nuits où elle restait tard sur son téléphone. Les messages, enfin, qu'elle effaçait rapidement. La manière dont elle regardait son téléphone avant de sortir pour retrouver ses amis. La manière dont elle semblait toujours nerveuse quand j'étais dans les parages. Avant l'accident, je n'aurais jamais remarqué. Mais maintenant, chaque geste d'elle semblait un mystère à déchiffrer. J'avais besoin de preuves. Et la première chose que j'ai faite a été de récupérer le message effacé. J'ai utilisé un logiciel de récupération de données sur son téléphone. Je ne savais pas si ça marcherait, mais je devais essayer.
Le processus a duré quelques heures et mon cœur battait à tout rompre à chaque avancée de l'analyse. Quand j'ai enfin pu accéder aux données supprimées, mon estomac s'est retourné. Le message était là. Mais ce n'était pas tout. Il y avait toute une conversation. Et le nom n'était pas seulement « C ». C'était Carlos. Et là, sur l'écran de mon téléphone, se trouvait la vérité que je redoutais. Des messages pleins de tendresse, des déclarations, des plans pour se retrouver, des photos. Et puis le dernier message avant l'accident, « Je t'aime, préviens-moi quand tu arrives ». Soudain tout a pris sens, ma femme me trompait. Et le pire, elle allait retrouver cet homme au moment où nous avons eu l'accident. J'ai serré le téléphone avec force, sentant la colère monter en moi comme un feu. Elle m'avait menti, tout ce temps. Et maintenant je devais tout savoir. La conversation sur le téléphone a été un choc, mais je voulais plus. Je devais comprendre depuis quand cela durait. Alors j'ai commencé à rassembler les pièces. J'ai fouillé notre historique d'appels et de messages. J'ai vérifié les reçus de cartes de crédit. J'ai fait des recherches sur les réseaux sociaux. Et plus je regardais, pire c'était. J'ai vu qu'ils se parlaient depuis des mois. Des dîners les jours où elle disait être au travail, des voyages dans des villes voisines avec des excuses bidons. Des messages disant à quel point elle se sentait vivante avec lui. Et puis la pire partie. Elle disait qu'elle ne savait plus si elle m'aimait, qu'elle était confuse, qu'elle se sentait coupable, mais qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. J'ai senti un pincement au cœur. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était une relation parallèle. Et j'étais juste un obstacle sur son chemin. J'avais besoin de l'entendre de sa bouche, j'avais besoin de la voir admettre. Alors j'ai attendu le bon moment. Et quand elle est rentrée du travail, je me suis assis sur le canapé, téléphone en main. « Salut mon amour », a-t-elle dit en levant son manteau. « Comment s'est passée ta journée ?» Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre. « Assieds-toi ici une minute », elle a froncé les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Assieds-toi ». Elle a hésité, mais a obéi. J'ai respiré profondément, l'ai regardé dans les yeux et ai jeté le téléphone sur la table. « Qui est-toi, Carlos ?» L'impact a été immédiat. Elle s'est figée. Ses yeux se sont écarquillés. Sa bouche s'est ouverte et fermée comme si elle cherchait des mots, mais n'en trouvait pas. Le silence dans la pièce était assourdissant. Je peux expliquer. J'ai croisé les bras. Alors explique, elle a dégluti. Ce n'est pas ce que tu penses. J'ai ri. Ah, alors tu ne me trompais pas ? Elle a détourné le regard. C'était une erreur, mon sang a bouilli. Une erreur, combien de fois ? Elle s'est restée silencieuse. Et c'est là que j'ai su. Ce n'était pas une erreur, c'était un choix. Répété, délibéré. Et je n'allais pas laisser passer ça. À ce moment-là, toute la douleur, l'humiliation et la colère que je ressentais se sont transformées en quelque chose de différent. Froideur. J'aurais pu exploser, j'aurais pu crier, jeter tout à sa figure, demander « Pourquoi ?» Mais non, elle ne méritait plus mes émotions. Ce qu'elle méritait, c'était une leçon. Et j'allais m'assurer qu'elle l'apprenne. Cette nuit-là, j'ai fait semblant d'accepter ses excuses. Elle a pleuré, imploré, dit que c'était une erreur, qu'elle ne voulait pas me perdre. Mais je voyais dans ses yeux, c'était la peur des conséquences, pas le repentir. Alors j'ai respiré profondément et souri. D'accord, on va surmonter ça ensemble. Elle a écarquillé les yeux. Quoi ? On va surmonter ça, je te pardonne. Ses épaules se sont détendues, elle y a cru. Et c'était exactement ce que je voulais. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à tout planifier. Je voulais qu'elle ressente le poids de ses choix, qu'elle perde tout ce qu'elle avait construit à mes dépens. Alors j'ai été méticuleux. D'abord, j'ai fait en sorte d'avoir suffisamment de preuves de la trahison. J'ai fait des captures d'écran de tous les messages, sauvegardé des photos et des vidéos. Ensuite, j'ai fait une copie de tous nos documents financiers. Elle pensait que notre compte commun était sûr. Elle ne savait pas que j'avais déjà retiré mon nom. Mais la meilleure partie, c'était quand j'ai découvert que Carlos était marié et que sa femme n'en avait aucune idée. J'ai contacté la femme de Carlos. J'ai fixé un rendez-vous dans un café discret. Elle est arrivée à l'heure sans savoir à quoi s'attendre. Quand je lui ai montré les messages et les preuves, ses yeux se sont remplis de larmes. Mon Dieu, tout ce temps, elle était sous le choc. Mais rapidement, le choc s'est transformé en quelque chose de plus. Colère ? Tu as un plan ? A-t-elle demandé, essuyant ses yeux. J'ai souri. Oui. Et nous deux allions nous assurer qu'ils n'oublieraient jamais ce qu'ils avaient fait. C'était l'anniversaire de ma femme. Elle voulait le célébrer avec des amis et de la famille. Une nuit spéciale. Et je l'ai laissé croire que ce serait le cas. J'ai invité tout le monde, nos parents, frères et sœurs, amis.
Et au bon moment, avec tout le monde réuni, j'ai pris le micro. Je veux remercier tout le monde d'être ici ce soir. Cette nuit est spéciale. Elle a souri, émue. J'ai continué. Et rien de mieux que de célébrer l'amour, la loyauté, l'honnêteté. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Le sourire a vacillé. Et c'est pourquoi ce soir, je veux partager quelque chose de très spécial avec vous. J'ai pris mon téléphone, je l'ai connecté au projecteur, et puis j'ai tout montré sur l'écran. Tous les messages entre elle et Carlos. Le silence dans la salle était assourdissant. Ma femme était devenue pâle. Les invités étaient choqués. Et puis, la femme de Carlos est entrée. Elle l'a regardé et, sans hésiter, a jeté un verre d'eau à son visage. Espèce de salaud. Le chaos s'est installé. Et moi ? Je n'ai fait qu'observer, savourant chaque seconde. Elle a essayé de me parler après ça. Elle m'a appelé, m'a envoyé des messages, disant que c'était une erreur, qu'elle m'aimait. Mais j'avais déjà tourné la page. J'ai déménagé. J'ai coupé les ponts. Et quand les papiers du divorce sont arrivés, elle a signé sans résistance. Elle savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Et je savais que je ne regarderais plus jamais en arrière. Et c'est ainsi que j'ai avancé, la laissant derrière exactement là où elle méritait d'être. La trahison de ma femme a détruit ce que nous avions, mais elle ne m'a pas détruit. En fait, elle m'a libéré. Parce qu'à la fin, j'ai réalisé quelque chose d'essentiel. Je méritais mieux. Le divorce a été rapide, sans dispute. Elle n'avait pas le choix, pas d'argument. Les amis et la famille Pétain étaient choqués par ce qui s'était passé. Certains ont essayé de défendre mon ex-femme, disant que c'était une erreur, que tout le monde mérite une seconde chance. Mais moi, je savais que pour certaines personnes, pardonner ne signifie pas donner une autre chance. Cela signifie simplement avancer, sans porter le poids de leurs actions. C'est exactement ce que j'ai fait. Pour la première fois en des années, j'étais seul. Et, à ma grande surprise, j'ai aimé ça. Me réveiller sans avoir à m'inquiéter des mensonges, faire mes propres plans, me retrouver. Je me suis inscrit dans une salle de sport. J'ai commencé à sortir avec des amis que j'avais négligés. J'ai même pris goût au voyage, quelque chose que mon ex disait ne pas me convenir. Eh bien, maintenant, j'ai découvert que ça me convenait. Et beaucoup. Des mois plus tard, par hasard, j'ai croisé mon ex-femme dans un centre commercial. Elle semblait différente, plus mince, fatiguée. Quand nos regards se sont croisés, elle s'est figée. Après quelques secondes, elle a souri hésitante. « Salut !» Je me suis contenté de hocher la tête. Elle attendait que je dise quelque chose. Peut-être que je lui demande comment elle allait, que j'engage la conversation. Mais je n'avais rien à dire. Il n'y avait pas de ressentiment, pas de haine, juste de l'indifférence. Alors j'ai juste souri légèrement et continué mon chemin. Et à ce moment-là, j'ai su que j'étais co-guéri. Si j'ai appris quelque chose de tout cela, c'est que la douleur peut être un grand professeur. Oui, ça a fait mal, mais j'ai appris. Et à la fin, j'en suis sorti plus fort, plus sage, plus libre. Et maintenant, je marche vers un avenir qui m'appartient, enfin, sans mensonge, sans trahison, juste moi. Et franchement, je ne me suis jamais senti aussi bien.